Bonjour docteur Benjamin Rouault, merci de nous accueillir chez vous à l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière. Première question, peux-tu te présenter ? Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Rouault, je suis médecin neurologue réanimateur à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je travaille dans l'unité de médecine intensive réanimation du département de neurologie, donc la MIR Neuro comme on dit. Et je suis également chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle, à la Pitié également. Donc je suis hospitalo-universitaire MCUPH à cheval sur ces deux activités. D'accord. Quel est le parcours qui t'a mené jusqu'ici ? J'ai évidemment commencé par un internat de neurologie et rapidement j'ai été attiré par les soins critiques et la réanimation et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce parcours de neuroréanimation. Et puis en parallèle, j'ai fait rapidement de la recherche avec Lionel Nakache en neurosciences cognitives, avec qui j'ai fait une thèse de neurosciences. Et puis j'ai eu la chance aussi de faire un postdoctorat à New York, à Columbia, dans l'unité de neuroréanimation de Yann Classen, où je me suis intéressé au neuropronostic des patients cérébro-lésés. D'accord, un parcours bien riche, on va pouvoir y revenir. Alors on va commencer par une question très simple pour un podcast qui dure en moyenne 10 minutes. Peux-tu nous définir la conscience ? Alors effectivement c'est un challenge, hein. Les définitions un petit peu qu'on trouve dans les dictionnaires et qu'on a tous un peu en tête, hein, c'est cette capacité à se rapporter des états mentaux à soi-même, notre petite voix interne en fait, hein, quand on se parle à soi-même, parce que pour la plupart d'entre nous on n'a pas de trouble du langage, donc vraiment la conscience c'est très associé au langage. D'ailleurs c'était le sujet de ma thèse de sciences. D'un point de vue plus pratique en fait pour un observateur et a fortiori un médecin et un réanimateur qui est face à un patient qui a un trouble de conscience, on va essayer d'appréhender cet état de conscience au travers du comportement du malade et notamment de voir déjà s'il est capable de nous rapporter quelque chose verbalement et puis lorsque ça n'est pas possible au travers du comportement qu'on va juger adapté et donc potentiellement conscient ou au contraire purement réflexe et donc potentiellement sans vécu subjectif, sans conscience. D'accord. Donc maintenant qu'on s'est mis au clair sur une définition, on va dire, un peu opérationnelle de la conscience, alors c'est quoi les altérations de la conscience que l'on rencontre en réanimation ? Alors, on les connaît bien, hein. Avant tout, il y a le coma, c'est la plus connue, hein. C'est la forme la plus sévère d'altération de la conscience. Donc la définition du coma, hein, c'est tout simplement un patient qui a l'air de dormir et qu'on ne peut pas réveiller. D'ailleurs, c'est le sens étymologique du mot coma. Et puis après, entre le coma, donc un patient qui semble dormir, qu'on ne peut pas réveiller même avec des stimuli vigoureux, des stimuli nociceptifs, et l'état de conscience normal, il y a tout un continuum d'états de conscience altérés. Et on décrit classiquement déjà un état de dissociation entre l'éveil comportemental qui se traduit par l'ouverture des yeux et la capacité d'avoir des comportements qu'on peut juger nous en tant qu'observateurs comme conscients, et donc c'est l'état végétatif qui a été décrit dans les années 70. On parle de plus en plus maintenant d'état d'éveil non répondant pour essayer de s'affranchir un peu de la valence péjorative du mot végétatif. Et puis après, il y a les états plus riches dans lesquels on observe des comportements qui laissent sous-entendre qu'il y a peut-être un vécu subjectif conscient, notamment les patients qui commencent à suivre des yeux, les proches, les soignants qui sont dans la chambre, donc la poursuite visuelle, ou des comportements adaptés, notamment le retrait à la douleur, ou les patients qui commencent à tripoter leur capteur, à avoir des manipulations un peu plus élaborées. Et là, on parle maintenant d'état de conscience minimale. Alors nous, en France, on parlait déjà d'état post-relationnel pour décrire ces états. Mais l'état de conscience minimale, voilà, il a été un peu plus il a été formalisé il y a une quinzaine d'années. Il vient avec une échelle dont on reparlera peut-être, qui est la Coma-Recovery, enfin l'échelle de récupération des comas, la Coma-Recovery Scale, avec des critères bien définis. Et puis l'autre état de conscience que je mettrais aussi dans ce groupe-là, c'est la confusion, où on parle maintenant de plus en plus de délirium. On utilise le terme anglo-saxon, mais voilà, c'est je pense vraiment la même chose, avec là des étapes plus riches, mais différents de l'état de conscience minimale parfois. D'accord. Donc j'en profite d'avoir un neurologue avec moi pour te demander comment on explore ces troubles de manière clinique au lit du patient.
Alors là encore, il y a des choses qu'on connaît depuis longtemps, puis des choses un peu plus récentes. L'échelle de Glasgow, elle a été pas mal critiquée ces dernières années, mais elle reste quand même très importante, je pense, déjà parce que tous les médecins la connaissent, donc on parle tous le même langage. En pré-hospitalier et à la phase aiguë d'une altération de la conscience, ça reste quand même un outil, je pense, valide et utile. Un des problèmes qu'on connaît du score de Glasgow en réanimation, hein, c'est les limites liées au fait que nos patients sont le plus souvent intubés, et donc on est un peu plus embêté pour évaluer la réponse verbale. Donc il y a eu pas mal de tentatives pour essayer de circonvenir à ces limites, et je pense qu'une des échelles qui est probablement la plus utilisée, en tout cas dans la recherche, hein, c'est l'échelle développée par Vijdi qui s'appelle la FOR, pour Full Outline of Unresponsiveness, qui s'affranchit du coup de ce paramètre verbal qui est incrusté dans la réponse visuelle et la réponse motrice. Et puis après, quand on est face à un malade qui a une altération de la conscience qui se prolonge ou une récupération qui est un peu plus lente, on a cette échelle dont on a déjà mentionné, la Coma Recovery Scale, l'échelle de récupération des comas, développée par Giacchino il y a une quinzaine d'années, qui est plus granulaire, plus fine, et qui va sonder des comportements un peu plus spécifiques, notamment la poursuite visuelle dont on a parlé. Et une chose peut-être importante qu'on peut préciser, hein, parce que c'est vraiment, je pense, un des avantages de cette échelle, c'est qu'elle conseille de sonder les capacités de poursuite visuelle d'un malade avec un miroir. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais je pense que les cliniciens qui sont souvent confrontés à des patients qui ont un trouble de la conscience, naturellement, souvent, ils interpellent le malade en utilisant son propre prénom, parce que c'est un stimulus beaucoup plus écologique. Enfin, la plupart d'entre nous, on a plutôt l'habitude de se faire interpeller par notre prénom que par monsieur ou madame machin. Et en fait, il semble que un peu dans cette même logique, eh bien, notre propre visage a une valence particulière, une valence émotionnelle particulière. Et il y a plusieurs travaux qui ont montré qu'un patient va avoir plutôt tendance à suivre son propre visage en premier, puis éventuellement le visage des proches, des gens qu'il connaît, et plutôt en dernier lieu les visages d'autres personnes, donc notamment des soignants, et a fortiori après des objets comme la lumière ou le doigt. Donc je pense que c'est un message important, et notamment aussi parce que on sait tous, hein, que des fois on n'a pas tous le même regard sur un malade donné, parce que des fois on ne regarde pas pareil, puis aussi parce que les patients eux-mêmes fluctuent, donc à un instant différent on peut avoir un comportement différent, et je pense qu'il faut savoir que c'est possible, et je dirais assez fréquent, d'avoir des familles et des proches qui détectent une ébauche de poursuite visuelle, et c'est toujours un moment très marquant quand le malade commence à nous regarder dans les yeux. C'est un moment en général charnière, et ça arrive assez souvent que ce soit les familles et les proches qui détectent ça avant nous, les soignants. Et donc c'est important, je pense, de nous rappeler qu'en fait on peut inverser cette asymétrie en utilisant un miroir et détecter avant potentiellement les proches que le malade est en train de s'améliorer sur ce comportement qui est un tournant quand même, hein, parce que ça met en évidence des comportements, des phénomènes cognitifs plus riches, et d'ailleurs ça fait changer de catégorie, hein. Le patient qui commence à suivre des yeux, eh bien, il n'est plus en état végétatif, il n'est plus en état d'éveil non répondant, il est dans la catégorie état de conscience minimale avec un meilleur pronostic. D'accord. Donc effectivement, il y a des échelles qui ont toute leur place, mais comme tu le rappelles, il y a une difficulté déjà d'appréhension de ces échelles, de variabilité interobservateur, de fluctuation du patient. On n'est pas en permanence au lit du patient. Et si je peux me permettre de rajouter juste un point aussi, donc ces échelles, elles sont fondamentales, hein, c'est ce qui permet de parler tous le même langage, et puis d'essayer de formaliser l'évolution dans le temps du malade, hein, ce qu'il est en train de s'aggraver, de stagner ou de s'améliorer, et c'est fondamental. Mais évidemment, c'est pas suffisant, hein. Il faut en plus faire un examen neurologique plus complet pour notamment prendre en compte les éventuels déficits sensoriels ou moteurs d'un malade, hein. Un patient par exemple qui aurait une atteinte sévère motrice par exemple, faut le prendre en compte quand on observe que le malade ne répond pas à une commande serrer la main par exemple. Ça va de soi, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, à côté de cet examen clinique, quelle place pour les examens paracliniques ? Alors, c'est une question assez vaste. Je dirais qu'il y a des situations où les choses sont assez simples, et on reste dans le domaine de l'évaluation du patient cérébrolésé au sens large.
sans forcément aller rentrer dans la nécessité d'avoir des outils très complexes pour aller sonder la préservation de certains processus cognitifs. Par exemple, un patient qui a eu un arrêt cardiaque très sévère, avec d'emblée des lésions diffuses à l'imagerie cérébrale, un EEG très altéré, des marqueurs sanguins comme la NSE très élevée, une abolition des potentiels évoqués somesthésiques, donc qui est déjà un outil d'exploration un peu plus difficile à obtenir, mais qui reste quand même somme toute assez simple, où on va tester juste la capacité d'excitation du cortex somesthésique avec des petites stimulations électriques du nerf médian. Dans ces cas-là, on reste un peu dans l'évaluation, je dirais, qui est accessible normalement dans tous les endroits. Après, on peut se retrouver face à des situations où on a des discordances entre ces examens, où on sort, par exemple, de ces algorithmes ou de ces arbres de décision, et on est dans la zone d'incertitude. Et là, ça peut être utile d'aller plus loin dans les explorations, et on va rentrer dans des outils plus spécifiques. Donc pour s'y retrouver, moi j'aime bien les classer en deux grandes catégories. Il y a d'une part les outils, je dirais, structurels, où on va aller plus loin que l'imagerie standard. Et après, il y a des outils d'exploration fonctionnels. On va essayer d'aller sonder les fonctions qui sont le témoin, ou en tout cas qui sont potentiellement corrélées à un état conscient, ou à un état plus riche. Donc dans les explorations structurelles, on peut mentionner peut-être la mesure quantitative de la fraction d'anisotropie dans la substance blanche, qui a été développée par des collègues français, avec Louis Pubasset et Lionel Velli notamment, et Damien Galano, et qui permet d'avoir une stratification des patients plus fine que simplement l'observation visuelle des séquences de diffusion. Et je pense qu'il y a un outil vraiment extrêmement utile, notamment dans l'étiologie de l'anoxie. Et puis après, dans les explorations fonctionnelles, là, il y a une grande place pour pour les techniques dérivées de l'EEG, mais pas que. On pourrait citer, il y a des gens qui travaillent sur l'IRM fonctionnel ou sur le PET scan. C'est un peu plus compliqué, notamment pour les patients de réanimation. Donc les outils électrophysiologiques, ils ont le grand avantage de pouvoir être réalisés au lit du malade en réanimation. Donc c'est un avantage absolument considérable. Et là encore, on peut distinguer deux grands groupes. Il y a les outils qui vont étudier le fonctionnement cérébral au repos. Par exemple, un outil qu'on utilise nous beaucoup dans l'unité, c'est l'analyse multimodale de l'EEG. Donc on extrait de l'EEG différents marqueurs, comme la connectivité fonctionnelle, la complexité du signal, les puissances dans différentes bandes spectrales. Et en comparant toutes ces données d'un EEG obtenu chez un malade à une base de données pour laquelle on a des labels cliniques assez fiables, on peut entraîner un algorithme de machine learning qui va nous dire cet EEG, à travers les marqueurs que j'en ai extraits, ressemble plus à un EEG de patient en état de conscience minimale qu'à un EEG de patient en état végétatif, par exemple. Donc là, on rentre un peu plus dans la granularité. Et puis à côté de ce type d'outils qui explorent le cerveau au repos, on a des outils qui vont explorer le cerveau, je dirais, en action. Donc là, pareil, il y a plein de techniques, et une qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la tâche motrice. Donc on va demander au malade de réaliser une tâche motrice. Donc nous, on fait simplement, on demande au malade d'essayer de bouger la main. Alors évidemment, il ne bouge pas cliniquement, sinon on a la réponse à la question. Mais l'idée, c'est d'aller voir si dans l'activité électrique cérébrale, on peut mettre en évidence des signes que peut-être le malade essaie de répondre à la commande motrice. Et on en reparlera après, c'est quand on observe ça, actuellement on appelle ça un état de dissociation cognitivo-motrice, pour simplement signifier le fait qu'on observe une dissociation entre le comportement moteur du malade, donc qui est très pauvre, et les capacités cognitives qui ont l'air beaucoup plus riches. Et ça témoigne d'un état de conscience plus élevé qu'un patient qui serait dans le coma ou en état végétatif. Donc ça tombe bien que tu parles de cette dissociation cognitivo-motrice, donc c'est un terme dont on entend de plus en plus parler. Tu as abordé déjà la définition. Quand on ne suit pas ce sujet de très près, on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est quelque chose qui rebat toutes les cartes ? Est-ce qu'il faut revoir la manière dont on traite les patients à la phase initiale, la manière dont on pronostique les patients ? Voilà, c'est une question très large que je t'ouvre. D'accord. Je dirais qu'il y a peut-être deux grands messages, je pense,
qui sont importants. Déjà, effectivement, c'est important de savoir que ça existe. Ça fait les premières descriptions. La première description, c'était un papier dans Science, c'était un case report dans Science en 2006, donc ça commence à remonter. Une patiente qui avait un trauma crânien, qui était cliniquement, qui avait les critères cliniques de l'état végétatif. Et pour autant, lorsqu'exploré, alors à cette époque-là, c'était en IRM fonctionnel, avec une tâche en plus très complexe, parce qu'on demandait à la patiente d'imaginer faire des choses. Donc il y avait 2 tâches, une tâche motrice, imaginez jouer au tennis, et une tâche de navigation spatiale, imaginez que vous baladez dans votre maison pièce par pièce, qui active des réseaux corticaux différents. Cette technique a permis de mettre en évidence que la patiente semblait répondre aux instructions qu'on lui donnait, de manière robuste et reproductible. Donc c'était un peu un événement notable, quoi. Et en plus, cette publication a été suivie quelques années plus tard par une publication, la première publication d'une série dans New England chez des patients chroniques, avec le premier chiffre qui sortait, qui était donc ils avaient 5 malades sur 50, donc ça faisait 10% de patients avec des critères cliniques d'état végétatif qui semblaient être dans cet état plus riche. Alors à l'époque, on ne parlait pas de dissociation cognitivo-motrice. On disait, c'est des patients qui ont une conscience cachée, covert consciousness. Et puis il y a eu énormément de travaux dans les années qui ont suivi pour essayer de mettre en place des outils utilisables en clinique de manière plus simple que de l'IRM fonctionnel et de l'imagerie mentale, avec petit à petit vraiment un shift sur l'EEG au lit du malade, avec une tâche plus simple pour finir, notamment avec le travail que j'ai fait avec Yann Klassen à Columbia, avec non plus une tâche d'imagerie mentale. En fait, c'est très dur d'imaginer faire quelque chose. Alors pour un patient qui est dans un lit avec des fonctions cognitives potentiellement altérées, c'est encore probablement plus difficile. Donc nous, on demandait simplement au malade de bouger, en fait. On disait au malade, bougez votre main droite, arrêtez de bouger votre main droite, main gauche, etc. Et en EEG, avec des techniques d'analyse du signal en fait assez simples, c'est comme ce qu'on a discuté tout à l'heure pour l'analyse multimodale, dans cet outil-là qu'on utilise maintenant dans plein de centres, c'est simplement extraire les puissances spectrales dans les grandes bandes de fréquences classiques de l'EEG, alpha, bêta, gamma, delta, et entraîner un algorithme de machine learning, cette fois-ci non plus sur une cohorte de patients, mais sur un EEG obtenu chez un malade. On a, à la fin de l'enregistrement, la moitié de l'enregistrement où le malade est censé essayer de bouger, l'autre moitié où le patient n'est pas censé essayer de bouger. Et si l'algorithme arrive à faire une différence entre ces 2 étapes, eh bien l'interprétation la plus simple, c'est que peut-être qu'il essaye de bouger. Alors vous avez vu qu'il y a pas mal de conditionnels. On ne va pas sonder avec cette technique directement une activation du cortex prémoteur, notamment, et encore moins au niveau des régions associées à la motricité de la main droite ou de la main gauche. Mais néanmoins, quand on détecte une différence, on a l'impression que ça fait sens, puisque ces patients-là récupèrent de manière significativement plus fréquemment un état de conscience clinique, dans les jours qui suivent l'enregistrement en plus, et puis ils ont un meilleur outcome à 1 an. Donc l'idée, en fait, c'est que probablement on détecte avant l'examen clinique un patient qui est en train d'émerger. Et la question qu'on peut se poser en pratique, c'est que une problématique fréquente en neuroanimation, c'est qu'on a des patients chez qui on arrête la sédation au bout de 7, 10, 15 jours. Quelques jours se passent et ils ne répondent toujours pas aux ordres simples. Alors, chez certains patients, on peut imaginer qu'on a tous les critères qui vont dans le même sens, une gravité clinique initiale, des examens paracliniques qui sont tous très défavorables. Et puis, il y a d'autres patients pour qui tout n'est pas convergent et pour qui, à ce jour, en fait, on se donne davantage de temps pour trancher. Est-ce que chez tous ces patients, idéalement, il faudrait pouvoir rechercher cette dissociation cognitivo-motrice ? Alors, je pense pas. Ça reste quand même un examen qui est loin d'être accessible partout. Alors, j'ai bon espoir que ça change, parce qu'au final, c'est de l'EEG 21 électrodes. En fait, ça marche aussi avec moins d'électrodes. Et puis, les stimuli sont simples. C'est un casque audio, on demande au malade de bouger, et on marque sur l'EEG les instants où on a délivré les consignes. Et l'analyse, elle est un peu compliquée d'un point de vue analyse du signal, mais elle peut être faite, en fait, elle peut être envoyée sur un serveur et analysée par un centre référent, par exemple. Donc je pense que ça a vocation à être accessible au plus grand nombre assez vite. Contrairement par exemple à l'IRM fonctionnel qui déjà nécessite d'avoir une IRM dans lequel on peut mettre un malade ventilé. Après, je pense que, comme tu le dis, il faut garder le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'un patient qui aurait tous les marqueurs classiques qu'on connaît depuis très longtemps de mauvais pronostics, je pense que ça n'a pas de sens d'aller chercher systématiquement cet état de dissociation cognitivo-motrice. En revanche, il peut renseigner dans les situations où on a des discordances entre différents marqueurs,
Je pense par exemple, voilà, typiquement un post-anoxie où c'est quand même une des situations les plus fréquentes. Un malade qui se réveille pas et qui, par exemple, notamment, n'a pas tous les marqueurs de mauvais pronostic classiques, pas de lésion à l'IRM, un EEG qui est plutôt riche et potentiellement réactif, des marqueurs type NSE qui vont être en dessous du seuil, etc., mais qui pour autant se réveillent pas, soit on attend et on dit on attend pour tout le monde, soit on dit allons chercher plutôt des facteurs de bon pronostic. Hein, donc là, c'est sûr que c'est moins codifié encore que pour les marqueurs de mauvais pronostic, mais néanmoins ça bouge. Et typiquement ce genre de marqueurs, le G multimodal ou la tâche motrice, je pense que c'est des outils qui peuvent être intéressants à l'inverse, si on n'est pas capable de montrer des facteurs de mauvais pronostic, à l'inverse, montrer des facteurs de bons pronostics pour encourager la poursuite de la réanimation. D'accord. Et à ce jour, si on veut explorer la dissociation cognitivo-motrice à l'aide d'électrophysiologie, il faut être en connexion avec une équipe de recherche sur le sujet. Ouais, pour l'instant en France, je pense qu'on est les seuls à le faire, mais voilà, on essaie vraiment un des axes de recherche du labo, c'est d'essayer de pouvoir fournir des outils facilement exportables et facilement réalisables partout. Mais voilà, je pense qu'il faut pas faire notamment peur aux réanimateurs et aussi aux familles des patients, quoi, à croire que c'est vraiment forcément une perte de chance de ne pas pouvoir faire toutes ces explorations. Et c'est pas justement, c'est pas juste le fait de dire ouais, elles sont pas accessibles, alors ne disons pas qu'il faut les faire. Je pense vraiment que ça doit rester des outils à utiliser vraiment pour un sous-groupe de malades. Et puis il faut se rappeler aussi que c'est quand même un phénomène assez rare en fait. Alors chez les chroniques, voilà, on parle de 10 à 20%. Chez les patients aigus, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données. Il y a notre papier avec Yann qui retrouve le chiffre de 15%. Mais enfin, c'est une petite cohorte. C'était 16 malades. Je pense que voilà, faut garder la tête sur les épaules. Et puis en plus, il faut se rappeler que autant pour les chroniques, c'est compliqué parce que la valeur pronostique est plus difficile. Par définition, les patients qui sont dans des états de conscience altérée chronique, le plus souvent, on a quand même essayé pas mal d'approches thérapeutiques qui n'ont pas marché. Donc la valeur pronostique, elle est un peu plus limitée. En réanimation, chez les patients aigus, ça a une valeur pronostique qui est très forte, mais c'est aussi parce que c'est des patients qui ont un potentiel d'évolution dans un sens ou dans l'autre qui est plus important. Par exemple, dans notre article, les patients détectés comme étant en état de dissociation cognitivo-motrice, ils récupéraient des signes cliniques de réponse à la commande verbale, en général dans la semaine qui suivait l'enregistrement. Donc le fait d'attendre aussi quand il y a des doutes, ça répond quand même pas mal à la question. Et l'évolution, je pense, une des limites, je pense, de toutes les cohortes et toutes les études qui sont faites sur le neuropronostic, c'est difficile d'injecter la dimension temporelle. Souvent, on parle la NSE à mesurer entre le 3e et le 4e jour. Enfin, c'est des time points à chaque fois. Parce qu'évidemment, c'est plus facile à étudier. Mais en médecine en général et en réanimation encore plus, je pense que l'aspect temporel, il est fondamental. Et on l'a tous, pour nous, ça nous paraît évident. En fait, là, on en parle, ça nous paraît évident qu'un malade qui est en train de s'améliorer, même si c'est subtil, versus un malade qui est en train de s'aggraver, si au même instant T, on observe exactement les mêmes paramètres cliniques, les mêmes paramètres EEG, toutes choses étant égales par ailleurs, le malade qui est en train de s'améliorer, on va pas du tout le prendre en charge pareil que le malade qui est en train de s'aggraver, quoi. Donc c'est un peu évident, on dit comme ça, mais je pense que ça doit rester un guide majeur. C'est pour ça que les échelles cliniques dont on a parlé, répéter des examens, l'EEG, je pense c'est un standard, c'est vraiment un outil absolument fondamental pour le neuropronostic, un EEG qui s'enrichit, évidemment, ça incite à attendre et à voir l'évolution clinique du malade. Voilà. D'accord. Merci, c'est beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'il faut suivre dans l'actualité scientifique sur le sujet ? Alors il y a plein de choses. Je pense qu'une des initiatives qui mérite d'être mentionnée, c'est alors ça s'appelle la Curing Coma Campaign. Donc c'est très ambitieux dans ces termes, qui a été initié par la Neurocritical Care Society, donc la Société internationale de neuroRare, qui vise ni plus ni moins donc à traiter le coma. Et donc c'est vraiment une aventure ambitieuse et très ouverte. Donc je pense que tous les collègues qui sont intéressés par le sujet, il ne faut pas hésiter à aller sur ce site et à essayer de participer
à leur façon. Il y a plein d'études qui sont en train d'être mises en place. Alors c'est évidemment un projet aussi ambitieux, il commence par des petites pierres. L'étape actuelle, vraiment, c'est d'essayer de stratifier et de rentrer dans la granularité des patients. À examen clinique et à étiologie égale, en fait, on se rend compte qu'en explorant les malades avec des outils plus ou moins sophistiqués, on stratifie les patients différemment, ils n'ont pas les mêmes pronostics et potentiellement ils ne vont pas être accessibles aux mêmes thérapeutiques. Les aspects thérapeutiques qui sont un peu plus balbutiants, mais néanmoins il y a pas mal d'initiatives, notamment de stimulation cérébrale, invasive ou non invasive. On peut citer par exemple les approches de stimulation par courant électrique, donc la TDCS, la stimulation par courant continu, qui montre quelques effets qui sont faibles, mais qui semblent exister, notamment alors c'est plus chez les patients chroniques évidemment. Il y a des approches pharmacologiques, alors ça c'est aussi un peu plus... enfin ça marche pas très bien, il faut être honnête, mais le seul médicament pour l'instant qui a montré une efficacité, c'est la mantadine dans le trauma crânien, avec des effets qui sont réels mais qui sont faibles. Il y a des équipes qui travaillent aussi sur d'autres drogues qui ont des effets parfois paradoxaux, comme le zolpidem, qui, de manière très rare, mais des fois de manière assez spectaculaire, modifie complètement l'état de conscience de certains malades. Et il y a des approches un peu plus originales, notamment je pense à une équipe nord-américaine qui travaille sur la stimulation par ultrasons basse fréquence du thalamus pour essayer de stimuler la réticulée chez les patients qui ont un trouble de conscience. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'approches, mais encore une fois, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce sera efficace très probablement chez vraiment un sous-groupe faible de malades. Et la stratification, tous les outils qu'on est en train de développer pour essayer de mieux caractériser les malades, c'est quand même une étape fondamentale et nécessaire pour pouvoir proposer des thérapeutiques adaptées aux patients qui pourront éventuellement en bénéficier. Ok, je te remercie beaucoup Benjamin pour ce panorama que tu nous as ouvert dans un temps restreint, mais c'est beaucoup plus clair. Et puis je te remercie encore, et puis je te dis à bientôt, on aura plaisir à se revoir. J'espère, à bientôt.